Qu'est-ce qu'il fout ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Moteur! Moteur! Oh putain, moteur! Mais où est-ce qu'il est ce con de Perchman? Donc Tina, film espagnol de un réalisateur qui s'appelle Rubinstein. Ah, c'est... Bon, ça a l'air d'être le premier film. Ah oui, d'accord, parce que là... Ah non, ça doit être l'acteur, Jaime Lorente. Je le vois pas dans les acteurs. Ah si, Jaime Lorente, oui, si. Ouais. Jaime. Je le vois. Qu'est-ce qu'il y a? Donc le pitch de base, c'est on suit un couple, un homme et une femme. La femme est enceinte et elle a un accident qui fait qui dégénère un peu et qui fait qu'elle ne peut plus avoir d'enfant et qu'elle perd son enfant. Donc c'est un peu la dépression. Et quelques mois plus tard, le mari arrive à la convaincre d'aller dans un orphelinat religieux pour aller essayer d'adopter un enfant. Des enfants, parce qu'ils attendaient des jumeaux, donc ils ont envie d'avoir 2 enfants. Et là, ils découvrent 2 enfants un peu étranges. On leur dit qu'ils sont un peu étranges. Là, j'ai compris. Et effectivement, ils le sont un petit peu. Parce que tu m'avais dit des trucs auparavant, du coup je viens de comprendre le truc. Mais vas-y. Bah, j'attends qu'on voit un peu les enfants là dans le... Bon, de toute façon, on comprend que tous les enfants qui sont dans cet orphelinat ont des soucis, entre guillemets, parce qu'ils ont du mal à se faire adopter, mais vous allez voir la tronche des 2 enfants en question. Voilà. Ah oui, ils sont mignons. Ouais. Et donc du coup, le père est pas emballé du tout, mais la mère a un peu de la peine parce que elle aussi, elle a été dans un orphelinat comme ça, donc elle a envie que eux aussi puissent être heureux, donc elle décide de les adopter contre l'avis du mari. Et à partir du moment où ils arrivent dans la maison, ils ont des comportements super bizarres. Et eux ne savent pas comment gérer la chose. Notamment, ils ont un rapport à la religion très 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 fort. Et du coup, ils n'arrivent pas. Ouais. Et du coup, ils n'arrivent pas à savoir s'ils interprètent mal la religion, s'ils font certaines choses exprès, s'ils se servent de la religion comme prétexte. C'est voilà, tout commence un peu à s'embrumer. Et en plus, comme elle, cette jeune femme, a été orpheline, a eu un rapport un peu compliqué avec la religion. Et qu'en plus, comme elle a perdu ses enfants quand elle était enceinte, elle a perdu sa croyance en Dieu. Tout ça fait que on est dans un contexte un peu étrange autour de la religion. Donc voilà, ça c'est le pitch de base. J'ai bien peur que vous ne puissiez plus avoir d'enfants. Ça va bientôt faire 6 mois. Lola, tu ressembles à un fantôme. Regarde-toi. Il se passe des trucs on est dans l'ordre de l'horreur, de la normalement, possession, parce que là ils ressemblent au village des damnés un peu. Mais oui, en fait, c'est l'un des problèmes que j'ai avec le film, c'est que quand le film a commencé et que j'ai vu la gueule des gamins, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas raconter avec tout ça? Parce qu'en fait, ils sont déjà bizarres. Ça, en fait, rien qu'avec leur tronche, ils sont déjà bizarres. Donc, qu'est-ce que tu as à me raconter là-dessus? Parce que tu peux pas décemment voir des gamins comme ça dans un film et te dire que tout va bien se passer. C'est clair. Oui, mais en même temps, t'es là pour ça. C'est presque ça, oui. quoi. C'est presque le truc de dire, ah, super, putain, des enfants chelous. Ouais, mais du coup, j'ai passé tout le film à me dire, ouais, mais en fait, je m'y attendais, ils ont une gueule comme ça, tu me surprends pas, tu me crées pas de surprise par rapport à tout ça, donc pourquoi? Je comprends pas, tu vois. Et du coup, j'ai passé tout le film à être gêné par ça, et en fait, à la fin... À me dire, putain, mais vraiment, ça existe pas, ça. Comment tu peux croire que ces gens, ils sont normaux? Ouais. C'est ça, et en fait, quand la fin est arrivée, j'ai fait... D'accord, j'ai compris ce que tu voulais raconter, mais du coup, j'ai passé tout le film à être un peu en dehors du film. On pourrait peut-être rentrer au village. Non, le village, c'est hors de question. J'ai passé une enfance merveilleuse ici, et je veux que nos enfants aient cette chance aussi. Mais du coup, c'est ça aussi, je pense, qui a trompé beaucoup les gens, c'est que quand tu vois le look des gamins, tu te dis, ça va être un film d'horreur, forcément, et en fait, c'est presque plus un film sur la foi, sur la religion, sur la libération, parce que un des trucs qui se passe aussi en fond, c'est qu'il y a des événements de l'histoire espagnole qu'on connaît pas à nous, mais que j'ai découvert du coup après le film, notamment. Donc j'ai découvert que c'est à cette époque-là qu'il y a eu une transition démocratique qui a été effectuée en Espagne, et qu'il y a eu une tentative de prise de... C'est à quelle époque? Dans les années 80, je crois. Ah, ok. Ouais, c'est ça, ça a démarré en 75, et je crois que ça s'est fini en 81, la transition, un truc comme ça, ou 78. D'accord. Oui, voilà, c'est à la mort de Franco, il y a eu la mort de Franco. Et à la mort de Franco, ils ont essayé un truc, c'est ça. C'est au moment où ça devient la démocratie. Et t'as aussi, du coup, eu une tentative de
de reprise du pouvoir au Parlement militaire qui a échoué. Et du coup, Ok. tout le film parle aussi un peu de ça et avec l'arrivée de la démocratie, d'une certaine libération, je pense, Des j'imagine, parce que mœurs. ça, j'ai pas trouvé d'infos là-dessus, mais je pense aussi de libération des femmes Oui. et aussi je me demande, voilà, encore une fois, c'est des suppositions, mais quel rôle a eu la religion dans tout ça, comment elle s'est retrouvée un peu bousculée ou pas, j'en sais rien. Mais parce que vraiment, tu sens qu'il y a une manière de parler de la religion en rapport avec la politique, avec la religion qui reprend d'un seul coup du poids à ce moment-là. C'est-à-dire que moi aussi, je connais pas particulièrement, mais je sais que les forces qu'il y a en Espagne, enfin en tout cas avec toutes les régions et les indépendantistes, parce qu'en fait c'est un peu comme en Italie, c'est un peu un bordel aussi de régions qui sont pas forcément les uns avec les autres, il y a du passé, du passif et tout ça. Et que tu as la religion dont Alex de l'Iglesia s'amuse à chaque fois aussi dans ses films, notamment dans Le Jour de la Bête que j'ai vu récemment. Ouais. Il y a la religion qui est là-dedans, et surtout que quand il y avait Franco et tout ça, il y a eu deux générations qui n'avaient pas le droit de parler en quelque sorte. Et que donc du coup, le cinéma de genre espagnol est né de ça. C'est-à-dire que tout ce qui était possible sous Franco, c'était de faire peut-être des films de vampires et des choses comme ça, et derrière passer des messages. Et je pense qu'il y a plusieurs trucs comme ça où des messages ont été passés. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes étaient abattus assez rapidement. Dès qu'il y avait une histoire de trahison ou quoi que ce soit, on abattait l'homme. Mais les femmes restaient souvent. Et en fait, c'est ça que Pedro Almodovar parle souvent dans ses films et tout ça, c'est le poids de la femme dans la société espagnole, aussi comme personne qui est restée, quoi. Bah parce que là, Aussi. il y a clairement ce sujet-là dans le film. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Notamment via l'homme qui, du coup, à partir du moment où les enfants commencent à faire des trucs chelous, dit on les a adoptés, ils sont bizarres, mais en même temps ils viennent d'un couvent religieux, c'est normal. Ils sont jeunes, ils comprennent pas tout. Et d'un seul coup, la femme qui, elle, prend le truc premier degré et qui fait non mais attends. Nous nous engageons à offrir un toit et une éducation aux enfants abandonnés. Là, pour le coup, il y a vraiment un truc autour de la religion, etc., et de la foi, et de comment tu perds la foi, et comment tu la retrouves, je pense, dans un contexte politique qui veut aussi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, un contexte politique qui veut croire, qui est optimiste. Un contexte politique qui est optimiste, et où, du coup, la religion et la foi devient un vecteur d'optimisme en se disant, allez, je veux croire le meilleur de ce qui se passe, tu vois. Mais oui, c'est ça. Mais attention, en fait, il y a un truc qu'on oublie. Enfin, bon, là, on fait de la politique. Ouais. On n'est pas là pour ça, hein, à la base. Non. Mais c'est vrai qu'il y a un truc européen où on parle de l'Union européenne et tout. Mais en fait, chaque pays a son histoire. Et genre, si tu prends juste déjà l'Espagne, l'Italie, la France, et on est tous frontaliers. C'est pas du Mais tout tu vois, la ce même que je histoire. trouve... Il y a la Seconde Mais Guerre ce que je mondiale trouve, qui nous a reliés. Mais en vérité, il y a des trucs tellement Ouais. différents. Mais ce que je trouve génial, tu vois, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le cinéma, c'est que c'est un médium qui t'intéresse aussi à ces choses-là, tu vois. Bien sûr. Là, on s'est posé les mêmes questions avec Lucie, tu vois, pendant le film, en se disant, Et du coup, mais tu du coup, on commences veut à regarder savoir un peu, ouais. et c'est chouette, quoi. Et du coup, ce qui est vachement bien, c'est que, encore une fois, nous, on regardait ce film en se disant, on va regarder un petit film Netflix d'horreur, pas prise de tête, tranquille la soirée, etc. Et donc, du coup, au final, c'était pas vraiment un film d'horreur, parce que vraiment, hein, t'es presque... dans un... Je sais même pas trop comment le définir. Oui, parce c'est-à-dire que est-ce que ça s'accorde à c'est presque un film de campagne, tu sais, avec... un style de film d'horreur, parce que tu sais, par exemple, l'orphelinat de Juan Oui, Antonio Bayona. Bayona. Bon, t'es dans une sorte de film de genre. Même Ouais. si le film prend pas les tournures, t'as une histoire de fantôme derrière. Et donc celui-là, Oui, c'est il un peu s'accorde plus... pas. Il s'accorde pas à un style Ouais, de mais- film d'horreur. Bah non, parce qu'en fait, encore une fois, ça dépend aussi de ton interprétation, mais l'horreur ne naît pas, entre guillemets, comment D'un dire, trope. d'une intention horrifique, mais naît d'une incompréhension et d'un mystère, et après, c'est à toi de savoir comment tu veux l'interpréter. Est-ce que tu détermines que il y a quelque chose de maléfique là-dedans, ou est-ce que c'est juste de l'humain? Tu retrouves, en fait, des tropes de films d'horreur et de possession, mais c'est presque montré comme des trucs réels qui pourraient arriver chez des enfants un peu à côté de la plaque, qui ont été trop biberonnés à la Bible extrême, tu vois. Et puis pour vous donner un ordre d'idée, sans vous spoiler ce qui se passe à la fin, le moment où le film devrait vriller dans l'horreur, comme dans tous les films avec la séquence horrifique de fin, tu te retrouves avec un long plan séquence où tout est filmé comme dans un film d'horreur, où tu attends l'horreur qui n'arrive jamais. Et oui, d'accord. Et comme si le film te disait
C'est pas ça dont je parle pas de fantastique, je parle pas de toutes ces choses-là. L'horreur, elle naît de ton imaginaire, de ce que tu te fais comme image aussi de ces personnes-là. Et en fait, non, il y a rien. Enfin, il y a rien. Peut-être que tout ça, c'est dans ta tête. Peut-être que toi-même, tu te construis les films d'horreur. Non, mais c'est trop Donc, marrant. du coup, c'est trop marrant parce que est-ce qu'il y a une logique dans l'industrie espagnole qui amène ces films de genre à avoir ce côté-là? Parce que vraiment, le film dont je vais parler juste après, je te jure, c'est exactement la même dynamique. C'est exact. D'accord. Et c'est une logique scénaristique pas mal aussi de te dire. Et ça peut frustrer un certain public aussi de te dire en fait, complètement. Je te mets plein de signaux, mais en fait si tu regardes bien, ce sont juste des signaux. Et que toi t'es trop habitué dans les spectateurs de cinéma et tu veux pas voir la réalité finalement que je veux t'exposer derrière. C'est exactement ça. Ouais. Tina, descendez s'il vous plaît. Un jour on les a trouvés devant les portes du couvent. Sachez que ce sont des enfants un peu spéciaux. Je sais. Mais du coup, en fait, j'ai trouvé le film vraiment, pour dire ce que j'en ai pensé au final, j'ai trouvé le film très bien dans sa forme, dans ce qu'il a raconté, etc. Mais je suis resté un peu en dehors. Peu en dehors. C'était trop cérébral. Le contexte aussi. C'est ce que je disais aussi, c'est que on voulait pas regarder ça à la base, on était plutôt là pour un petit truc tranquille. Et du coup, même si c'était bien, j'étais un peu en mode, j'étais pas là pour ça. Je suis pas trop dans le mood. En plus, on était un peu dans un mood, on discute du film pendant qu'il se passe, tu vois. Ouais, donc, en mode bonne franquette. Ça t'empêche un peu, ça retire une certaine immersion aussi que tu peux avoir et un certain accès aux émotions, surtout dans un film comme ça, un peu sombre. Donc du coup, mais après, je conseille, si vous avez si ça vous intéresse. Pour la surprise, sujet, pour le côté. Du coup, toi, tu sais maintenant, donc t'as pu prévenir les gens, mais du coup, c'est pas un truc. Faut pas s'attendre. Voilà, voir si ça t'intéresse comme histoire, et puis ça peut faire partie d'un cheptel de films qui tournent autour de l'histoire espagnole, les enfants. C'est ça. Si des gens aussi ont envie de découvrir un peu le cinéma d'horreur espagnol, ça peut être aussi une bonne porte d'entrée parce que encore une fois, c'est vrai que c'est pas toujours évident de se plonger dans l'histoire d'autres pays. C'est l'un des avantages de Netflix. C'est que mine de rien, en produisant des films dans chaque pays, ils ouvrent un peu l'accès à la culture des différents pays. Je sais très bien à quoi tu penses, mais ils sont trop grands et plutôt étranges. Bonjour. Mais d'ailleurs, oui, un truc que j'ai pas dit aussi sur Tina, mais c'est qu'en fait, la mère, elle a une jambe en moins. Elle a une jambe en moins parce que elle a été... je dirais pas comment elle a perdu sa jambe, quoi, mais elle a perdu sa jambe, mais donc il y a tout aussi un rapport sur ce truc-là. Le fait qu'elle est blessée et que faut qu'elle apprenne à se retenir toute seule, entre guillemets, tu sais, voilà. Ah ouais, non mais c'est ça. Non mais on est dans le et il même y a tout un rapport. Et il y a tout un rapport avec justement son passé qui revient la confronter dans le présent pour qu'elle s'en ressorte à nouveau et que cette fois-ci elle soit prête à prendre les bonnes décisions. En vrai, il y a plein de bonnes choses. C'est vraiment. Ouais, mais en fait c'est un. Et t'as presque des images bibliques. T'as presque ce que je t'avais dit aussi en off. C'est qu'il y a presque des images de peinture, de drame mises en peinture biblique. Avec des images assez fortes sur des événements à traverser. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire ça. Oui, d'accord, ok. Ah putain, ça peut être cool, ouais. C'est presque un chemin de foi, tu vois. Il y a presque un chemin de foi de dire il faut que je traverse ça, que je passe cette douleur, parce qu'il y a tout un rapport aussi à la douleur avec la foi n'arrive qu'avec la douleur, etc. Donc il faut qu'elle traverse sa propre douleur et qu'elle se reconfronte à son passé pour à nouveau croire. Vous regardez les Dipôles. Alors le film du coup, alors c'est trop marrant parce que c'est juste quand t'en as parlé rapidement l'autre jour que je me suis dit mais moi aussi j'avais vu un film espagnol estampillé horreur et qui en fait c'était pas du tout ça à la fin et c'était La Raola qui était un film que j'ai vu passer sur l'Instagram de Juan Antonio Bayona qui a dit regardez ça quoi. Donc je sais plus, peut-être qu'il est producteur dessus ou je sais pas quoi, mais je me suis dit c'est sur Netflix, c'est un film Netflix et tout, La Raola, et j'ai vu l'actrice qui est l'actrice de La Piel que habito de Pedro Almodóvar, une actrice incroyable. Clara, je sais que tu me comprends et je sais que tu peux parler. Paola, attention. Freine, je vois quelque chose. La menthe.
Et donc, comme on peut le voir là sur le teaser, le point de départ de ce film, c'est un couple qui revient d'une soirée et qui, au milieu de la route, se retrouve nez à nez avec un enfant en plein milieu qui est en train de courir, d'échapper à quelque chose, et qui donc va le recueillir pour l'amener à l'hôpital, logique. Et à l'hôpital, ils arrivent à rien en faire, il dit rien l'enfant et tout. Et la seule personne avec qui il arrive à interagir un peu, cet enfant, c'est la femme qui l'a recueilli, qui elle aussi a un petit souci avec les enfants, on sent qu'elle a un truc d'affection frustrée. Ouais. Voilà, vous comprenez un peu où ça va aller aussi. Et finalement, se retrouvent les psychiatres de l'hôpital, plus les pédiatres et tout ça, font le truc un peu fou de dire « Ok, on va essayer, prenez l'enfant pendant 2 semaines, au moins pour savoir son prénom en fait. » Non, je crois qu'en allant à l'hôpital et elle, en allant voir comment va l'enfant, l'enfant dit son prénom alors qu'ils n'arrivaient même pas à lui faire dire ça. Donc ils disent « Bon, allez, go !» Prenez-le alors. Et ce qu'elle comprend assez rapidement dans la psychologie de l'enfant, c'est qu'il a besoin d'être dans un... C'est pour ça que ça s'appelle la Raola. Il a besoin d'être dans un carré de craie, quoi, qui fait. Et petit à petit, cet enfant parle d'ogre, il faut pas sortir du truc parce que sinon l'ogre il va te prendre, machin et tout ça. Et c'est là où se joue un peu le côté où la bande-annonce et Netflix te le vend comme un film d'horreur. Concrètement, même quand tu démarres le film, t'es dans un truc psychologique et qui va se transformer un peu en thriller plus qu'en film d'horreur, quoi. Je préfère le spoiler direct, il n'y a pas de vrai ogre avec des doigts poilus là qui choperait les enfants dans la forêt. Non. Il y a une histoire d'ogre, mais c'est métaphorique en quelque sorte. Attention, je vais être obligé d'effacer la craie. Attention, arrête-toi! Donc il y a des petites choses qui dans le film, c'est pour ça qu'en prenant le film de genre, et je pense que c'est pareil comme pour Teen et Tina dont tu as parlé tout à l'heure, c'est que c'est par le biais du film de genre que les scénaristes et le metteur en scène se permettent des caractérisations un peu gros sabots. C'est plus admis, quoi. C'est-à-dire que du coup, bien sûr. voilà. Comme toi, on suit un couple qui a un problème avec en tout cas le fait d'avoir des enfants, et qui du coup, tu suis plus entre guillemets comment chacun des parties accueille cette info-là, se projette plus tard, comment il gère aussi l'éducation de cet enfant qui arrive pendant 2 semaines mais qui est complètement starbé en vrai, qui est un peu fou, quoi. Et que en fait c'est plutôt ça que ça travaille au corps. Et tu as, et c'est pour ça que Bayona qui le recommande, ça m'a pas étonné quand je l'ai terminé le film, c'est que tu as complètement une peinture d'un personnage féminin comme dans l'orphelinat. Et donc il y a une question de croyance, mais au-delà de la religion. De croire aussi les enfants en fait. De croire aussi son intuition. Voilà. C'est marrant parce qu'il y a ça aussi dans Teen et Tina. Dans Teen et Tina, t'as aussi ce rapport-là. Mais je crois que c'est un truc espagnol et que je crois que l'orphelinat est venu de Juan Antonio Bayona. Si vous n'avez pas vu ce film, voyez-le. Il est venu comme un espèce de point d'orgue de ces trucs-là. Et que j'avais entendu ça, je crois, dans un podcast du PIF ou un truc comme ça. Et qui expliquait qu'il y a eu un vrai traumatisme d'une génération de poltergeist. Ouais. C'est improbable. Donc Poltergeist, mais qui convoque une histoire de possession âme qui n'arrive pas à trouver... D'univers parallèle. Voilà, d'univers un peu parallèle, et que seul peut voir une jeune fille par la télé, par les brouillages de la télé. Et cette petite famille va se retrouver possédée, sa maison possédée par ces entités, et elle, kidnappée par la télé, entre guillemets, à se retrouver dans cet univers parallèle. Et en fait, tu retrouves plein de moments de poltergeist dans le cinéma d'horreur espagnol qui concernent les enfants, la religion, les croyances, tout ça. Et quand j'ai vu l'orphelinat, que j'avais jamais vu, je l'ai vu qu'il y a 1 an, un truc comme ça, j'ai fait « Ah mais carrément, il reprend carrément, il revisite carrément la séquence de la voyante dans Poltergeist. » D'accord, parce que je me souviens plus, moi je l'ai vu, mais il y a une dizaine d'années, je crois, Poltergeist, pas Poltergeist, l'orphelinat. L'orphelinat, ouais. Et je m'en souviens assez peu, je me souviens juste de la conclusion, mais je m'en souviens assez peu. Il y a une séquence en plein milieu où du coup pour essayer de comprendre ce qui se passe, ils mettent des caméras partout et tout, et puis ça... Alors là c'est là où tu vois que est né un très grand réalisateur, quoi. C'est que la séquence tu la suis, elle est muette, et t'as 36 000 régimes d'images entre les images de vidéosurveillance, les images de caméra, enfin c'est infrarouge et tout, c'est incroyable. Ah oui, et donc du coup Poltergeist a amené l'orphelinat de Juan Antonio Bayona avec ce personnage de féminin, comme dans Poltergeist où c'est le personnage féminin de la mère qui dit non, il faut sortir du rationnel et essayer de comprendre autrement par son cœur et tout. Bah, t'as un peu pareil dans la Raola, donc que je vous ai montré, qui est une énième du coup relecture de
de ce classique qui est Poltergeist, qui est devenu un classique en tout cas en Espagne, mais qui part dans le thriller beaucoup plus terre à terre, avec un vrai sens de ce qui se passe aujourd'hui, peut-être du traitement des enfants, on va dire. Tout en gardant le côté genre et un peu abusé, mais on se retrouve plus dans un Fincher à la fin, bizarrement. D'accord. Voilà, pour vous dire, dans le truc où ça va pleinement dans le sujet un peu crado, quoi. Et c'est pas anormal puisque la scénariste est Isabelle Peña, qui est la co-scénariste des films de Rodrigo Sorogoyen, qui a fait Asbestas récemment, qui a reçu plein de prix. Mais tous les autres films, El Reino, Que Dios nos perdone. Et là, c'est la première fois il y a un scénario à elle qui est réalisé par quelqu'un d'autre, qui est un premier film, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des petites erreurs dans le film. Et que beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de critiques ou de commentaires de gens qui sont ressortis frustrés de ce film en disant ouais, bah en fait, ça fait pas peur. Ouais. Oui. Ah bah, c'est comme je vous ai pas dit, hein, mais la note Allociné de le spectateur de Tina, c'est 1,7. Ah ouais. Bah on n'est pas de cet ordre-là, mais presque, ouais. C'est assez violent, et c'est que ça, hein, c'est trop long, ça fait pas peur, et on se fait chier, quoi. Bah oui, mais parce qu'il y a un tournant qui se fait dans le cinéma de genre où t'as plein de jeunes auteurs qui en profitent pour tenter des trucs, quoi. Moi, je t'avoue que ce qui m'a fait tenir quand même dans la Raola, c'est son actrice et le traitement qui est un peu fait, tu vois. C'est-à-dire, tu le vois rien que par le cadre, la lumière et tout, tu sais que on n'est pas dans la gaudriole, on est dans un truc à autre chose, quoi. Ouais. Mais du coup, il y a quelques moments qui, du coup, comme j'ai dit, dans la peinture des personnages qu'il y a, empruntent au cinéma de genre et que du coup, ça fait peut-être un peu grossier. Ouais. Du coup, les turpitudes des personnages à l'intérieur ne collent pas avec le ton qui se veut un peu réaliste, tu vois. Tu fais, c'est un peu grossier quand même. Voilà, c'est-à-dire que l'abondance te vend un concept de si tu fais pas les craies, les trucs et tout, tu risques de basculer dans un autre monde et tout. Pas du tout. Par contre, il y a tout plein de suspense sur l'état psychologique de l'enfant et des parents de substitution qu'il y a là, peut découler de ce truc de sortir de la craie ou pas. Parce qu'en fait, ça devient beaucoup plus fort que juste de la craie. C'est aussi les prisons que tu te fais. On essaie de savoir où ils sont. Imaginez que le carré de craie, c'est cette table. Quand Clara est à l'intérieur, tout va bien. Mais si on l'oblige à en sortir... Film intéressant. Pas abouti comme toi, Tina. C'est-à-dire, c'est pas le truc où tu vas dire ok, c'est bon, regardez ce film-là, c'est incroyable. Mais il y a plein de pistes où tu dis c'est intéressant, ça quand même, ça excite un peu. Tu regardes ça et tu fais c'est cool le cinéma. Ouais, complètement. Et c'est un film pas très long, je sais pas le tien, mais le mien il fait 1h30, un truc comme ça. Tina, je crois qu'il fait 2 heures. Ah, quand même.